Bonjour à tous et soyez la bienvenue à la première webinaire de ABB Belgique. Je m'appelle Olivier van Pottenbergen et aujourd'hui je serai accompagné par Steven van Deun. Steven, bienvenue. Steven van Deun est le Business Leader e-Mobility Belgique et Luxembourg. Steven, aujourd'hui le sujet est Smart Mobility, en particulier la solution et l'infrastructure concernant les véhicules électriques. On va parler sur plusieurs sujets, bien sûr, concernant l'évolution des technologies, mais aussi quelle technologie appartient, quelle situation, aussi les points d'interrogation qui existent encore aujourd'hui avec l'achat et l'utilisation des véhicules électriques. Aussi, on va parler un peu concernant la vitesse de recharge et la capacité de recharge. Mais avant qu'on va commencer de parler sur ce sujet, c'est peut-être intéressant de commencer avec le début, c'est-à-dire avec les développements et la législation sur le marché de véhicules électriques et de mobilité électrique en général. Donc, qu'est-ce qu'on voit, ce qui se passe aujourd'hui? On voit qu'il y a la mobilité électrique qui s'intègre dans le paysage énergétique. Donc, on doit gérer ce changement. Et les prévisions pour 2030 sont que de nos 6 millions de voitures qu'on a aujourd'hui sur les routes, il y aura 20% qui seront électrifiées. Et notre gouvernement fait aussi son bien pour avantager cette évolution vers les voitures électriques, donc les BEV, c'est-à-dire Battery Electric Vehicle. Ça, c'est l'abréviation qu'on utilise pour les voitures 100% électriques. Et en Wallonie et Bruxelles, il y a donc pas mal d'avantages fiscaux qui se matérialisent ou qui sont valides aujourd'hui, c'est-à-dire la taxe de mise en circulation qui est plafonnée pour toutes les voitures à 100% électriques au taux minimum, même que la taxe de circulation aussi plafonnée. L'avantage en toute nature pour tous les employés est aussi réduit au taux le plus bas. Il y a encore une déductibilité à 100% de l'investissement des véhicules électriques eux-mêmes. Il y a aussi de nombreuses communautés qui offrent aussi des avantages locaux. Pourquoi pourquoi aller vers les voitures électriques? On voit que le coût du carburant par kilomètre pour les voitures électriques est bien moins qu'une voiture de combustion. Par exemple, si on a 100 unités d'énergie et on les met dans une voiture de combustion, il y a 13 unités de ces 100 unités qui sont disponibles aux roues pour faire des kilomètres. Si on fait la même chose avec des voitures électriques, des 100 unités d'énergie basique, il y aura 74 de ces unités qui seront disponibles aux roues pour faire des kilomètres. C'est une différence qui est nettement différente. Et donc, pour le passer à la gauche, on voit qu'on connaît les voitures qui utilisent essence et diesel pour se propager. Il y a 5 ans, ils sont aussi venus des voitures hybrides, donc qui combinent les essences diesel ou essence avec une propulsion électrique. Et aussi le CNG, donc le gaz naturel comprimé, qu'on voit surtout sur de Colruyt, sur les pompes d'essence DATS 24, que Colruyt a mis ou transformé pas mal de ces stations de pompes avec du gaz. Mais récemment, il y a aussi l'hydrogène. Ils ne sont pas encore beaucoup sur notre route, mais les voitures électriques, donc 100% électriques, de plus en plus, on voit ces voitures apparaître sur notre route. Si on fait pour les carburants alternatifs la comparaison entre ici 3 carburants alternatifs, d'abord il y a les carburants bio, donc le biofuel. On a besoin pour 1 km² de surface, on a
un demi-litre de biofuel qu'on peut extraire de ce mètre carré par an. Donc ça nous donne 7 km de distance avec une voiture, avec toutes les steps intermédiaires pour raffiner et pour le mettre à disposition chez soi ou dans les environs de votre maison ou votre travail. Si on regarde l'hydrogène et on fait le départ par les panneaux photovoltaïques qui donc vont générer pour 1 mètre carré pour le moment à peu près 105 kWh pour le mètre carré. Si on fait toutes les combustion et la distribution vers la pompe à essence de nouveau de cet hydrogène pour les roues du voiture hydrogénique, il y a 160 km qui est disponible pour 1 mètre carré. Et l'électrique, donc de nouveau à partir des panneaux photovoltaïques à 105 kWh par mètre carré, il y a à peu près 80 kWh qui est disponible pour la voiture. Donc il y a 360 ou 380 km par mètre carré disponible pour rouler. Donc le gagnant ici est la voiture ou le carburant alternatif électrique. Oui, et si on compte l'aspect écologique, bien sûr, l'efficacité aussi, le réchauffement de la Terre, le véhicule électrique, c'est là une solution gagnante-gagnante pour nous tous, bien sûr. Et c'est ça qu'on pose aussi maintenant la question à vous, les spectateurs, parce qu'on est bien sûr curieux si vous pensez la même chose. Alors pour vous, la première question, et je vais d'abord ouvrir déjà le poll que vous pouvez répondre. La question sera, envisagez-vous d'acheter un BEV, alors c'est-à-dire un 100% véhicule électrique? Non, je ne travaille pas encore dessus. Oui, dans les 6 mois. Oui, sous 1 an. Ou D, oui, si mon employeur le met à disposition. Et pendant que vous faites vos choix, étant donné que c'est notre premier webinaire, bien sûr, je vais vous communiquer qu'il est toujours possible de poser des questions via notre application Chatbox. Un de nos collaborateurs fera le plaisir de vous répondre, bien sûr, et essayer de répondre immédiatement. Si c'est pas le cas, pas de panique, on va rassemblons toutes les questions dans un seul document et ensemble avec toute la réponse, bien sûr, on le place sur le webinaire pendant les 48 heures. Voilà, les 48 heures, voilà, c'est ça. Entre-temps, on voit que tout le monde a presque répondu, c'est-à-dire voilà la question. On voit que si on regarde l'enquête, je vais d'abord le fermer, voilà, que tout le monde peut voir les résultats. Et si on regarde les résultats, on voit des réponses très différentes, bien sûr, mais on ne peut pas oublier que l'achat d'un véhicule électrique ne sera pas décidé sur un seul nuit, bien sûr, ça prend un peu plus de temps. Peut-être on peut entre-temps regarder comment la Belgique se résulte maintenant avec le véhicule électrique. Peut-être que tu peux donner un peu plus d'informations. Donc, ce qu'on voit pour le territoire belge, on a l'ambition d'aller vers 1 million, au moins 1 million de véhicules électriques d'ici 2030. Et on voit déjà la différence entre 2018 et 2019. Il y avait déjà 55% de ventes plus pour les voitures électriques, donc ça s'accélère aussi en Belgique. Et comme on voit sur le graphe qui est à gauche, que l'évolution des voitures électriques, ça c'est l'image que le International Energy Agency donne pour la Belgique. Donc pour 2050, les prévisions sont que 90% des voitures qui sont vendues seront des voitures électriques. Et donc 75% du fleet sera électrifié. Mais si on regarde 2030, on voit que
aussi là, plus que 20%, 21% du fleet est déjà électrifié et que 55% des nouvelles voitures seront des voitures électriques. Notre gouvernement belge a aussi pris l'engagement pour avoir toutes les voitures de fonction, toutes les voitures de compagnie qui sont en Belgique, de les avoir CO2 neutres en 2026. C'est ça aussi qui va accélérer ce take-up des voitures électriques. Sur le graphe gauche, on voit la couleur pourpre, les voitures hybrides, donc c'est plug-in hybrid electrical vehicle, PHEV, qui est sur un maximum un peu plus tard que 2030. Et on voit que les plug-in hybrids vont diminuer dans le fleet après. Donc ils croissent aussi encore maintenant. Le gris qu'on voit, c'est les camionnettes. Donc aussi, on voit un intérêt élevé des compagnies qui vous transportent les paquets à votre maison, donc le last mile delivery, pour aussi électrifier ces camionnettes, surtout au niveau des villes, parce qu'il y a de plus en plus de villes. Ils ne vont permettre plus les véhicules de combustion dans leur centre, donc ça doit être électrifié. Mais la plupart de ces voitures électriques sont votre voiture qu'on a tous nous à disposition à la maison. Et donc 20% pour le moment, elles sont les prévisions, mais avec notre nouvel gouvernement qui a pris les voitures de compagnie pour les diminuer en CO2, émissions CO2, ça va probablement accélérer. Si on regarde alors Bond Beter Leefmilieu, c'est une compagnie non-profit en Flandre qui suit tout ce qui est renouvelable. Eux, ils ont relevé que début septembre cette année-ci, 2020, il y avait déjà 23 000 voitures électriques sur le réseau belge. Et on prévoit qu'avant fin d'année, on est à plus que 30 000 voitures électriques sur les routes belgiques. Donc ça s'accélère déjà maintenant. Oui, et si on regarde la croissance dans les véhicules électriques, je suppose qu'on doit retrouver aussi cette évolution avec des bornes de recharge. Ça c'est vrai, parce que maintenant, on recharge notre voiture dans une pompe d'essence classique, mais dans le futur, ce sera une pompe électrique, essentiellement. Pour le moment, des bornes de charge, on en a, et ça c'est les statistiques de Statista, une base de données statistique de la Belgique, qui dit que maintenant il y a un peu 7500 000, un peu plus que 7500 de bornes de recharge électrique en Belgique. Il y a d'autres sources qui disent que c'est déjà 10 000. C'est un peu fin d'année, peut-être on a des estimations plus précises, mais on voit de toute façon que ça va augmenter. Le soir, dit que Bruxelles, et ça c'est récent de ce mois-ci, que Bruxelles veut installer c'est 11 000 bornes de recharge d'ici 2035. La Commission européenne dit elle investit aussi dans l'extension de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques et elle met à disposition pour l'European Investment Bank. Donc, ils mettent à disposition pas mal de funds aussi pour les différents pays pour investir dans l'infrastructure de recharge de véhicules électriques. Il y a en Wallonie aussi des voix qui disent qu'on doit aussi en Wallonie accélérer ce take-up de bornes de recharge électriques. Donc, on ne s'en doute pas que là aussi, on va augmenter le nombre de bornes de recharge électrique qui vont être disponibles les années qui viennent. En plus, si on regarde ce marché de mobilité électrique en Belgique,
De nouveau, 6 millions de voitures aujourd'hui, 20% électrifiées en 2030. Ce qu'on voit à ABB, nous, au niveau Europe, c'est qu'à peu près 3 chargeurs AC, donc c'est le courant alternatif, donc les chargeurs de baisse, aide-moi, de baisse tension, mais de courant alternatif pour 2 voitures, donc c'est-à-dire 3 chargeurs pour 2 voitures, ce qui est l'average ou la moyenne maintenant. On voit aussi que si on surpasse les 20%, que ça va diminuer parce que par exemple une famille qui a 2 voitures, peut-être qu'ils ne vont pas mettre 2 chargeurs de courant alternatif. Et en plus, il y a un chargeur rapide, donc de courant continu, pour 50 voitures. Donc si on met ces chiffres qui sont valides maintenant au niveau européen, et si on les combine avec les 1,2 million de voitures électriques, on voit que dans 10 ans, on aura besoin de presque 2 000 millions de chargeurs AC et 24 000 chargeurs DC. Donc, pour les 10 ans qui viennent, un dixième sera nécessaire d'être intégré dans nos réseaux par an. Si on alors regarde ces besoins annuels qu'on a au niveau de chiffres de chargeurs AC et DC, et on met aussi les coûts du produit et de l'installation moyenne pour ces chargeurs AC et DC, on arrive à un total de 2 millions d'euros de marché en produits et 114 millions d'euros en marché d'installation qui va être disponible à tous les acteurs qui veulent entrer dans ce marché annuel en Belgique. C'est pas négligeable comme marché et ça c'est encore hors coûts supplémentaires qu'on voit aussi pour des renforcements de réseau et du contrôle intelligent. Renforcement de réseau, il y a des transformateurs additionnels, des câbles additionnels, des appareillages de protection qu'on aura besoin. Peut-être aussi du stockage électrique pour les connexions de réseaux qui sont trop faibles pour accueillir toutes ces bornes de recharge en même temps. Et pour ça aussi, il y aura besoin d'une gestion intelligente pour pouvoir charger les voitures d'une façon intelligente et ne pas prévoir que toutes les connexions réseau des grands bâtiments ou même de chez soi à la maison doivent être renforcées. Et pas à négliger ou pas à oublier, tous ces infrastructures ont aussi besoin d'un service et de l'entretien qui sera effectué par des gens locaux. Et pour plus de clarté, les prix ici donnés, ce sont des prix moyens. Alors le total sera un peu élevé, plus ou moins, dépendant de la situation, oui. Bien sûr. Et bien sûr aussi pour vous qui investissent, n'oubliez pas que en retour, vous avez bien sûr des voitures plus écologiques, plus vertes. Vous faites d'économies sur le carburant et aussi et ça reste encore des avantages fiscaux. Et on arrive alors à la prochaine sujet, Steven. On a vu l'évolution du marché, de la marché mobilité, mais bien sûr, ça veut dire aussi que la technologie doit suivre. Mm-hmm. Et où est-ce qu'on est maintenant avec les voitures, par exemple? Par exemple, les voitures, on a vu que l'évolution des voitures était très rapide jusqu'à un point de change. Avant 3-4 ans, il y avait la plupart des fournisseurs de voitures qui ont bâti des voitures jusqu'à une capacité de batterie de 40 kWh. 40 kWh, ça correspond à peu près 200 km de capacité en distance. Mais récemment, on a aussi vu que l'évolution vers des autonomies plus élevées est vraiment en train de se réaliser. Donc il y a de plus en plus de fournisseurs, de constructeurs de voitures qui mettent des batteries plus grandes dans les voitures, tant que l'autonomie aussi
augmente et que les utilisateurs n'ont plus peur de ne pas pouvoir arriver à leur destination et que cette anxiété de destination n'est plus valide. Et c'est surtout Tesla qui a fait que cette autonomie a augmenté, mais plus récemment, il y a aussi Porsche avec leur Taycan qui va à 450, 500 km d'autonomie et qui fait que cette anxiété n'est plus là et que de plus en plus de gens veulent aussi investir dans des voitures électriques. Jusqu'à le Tesla qui est venu avec leur SUV qui va jusqu'à 750 km ou encore plus avec les développements de batteries qui sont annoncés il y a un mois de Tesla qui vont arriver au point que même 1000 km pour une voiture électrique est bien possible d'ici 2 ou 3 ans. Donc on voit bien que l'autonomie moyenne d'une voiture milieu de gamme est arrivée aujourd'hui à 250-300 km. Si on croise ça avec un besoin de distance de 40 km par journée en moyenne pour le Belge, ça fait que cette anxiété de distance, elle disparaît. Et donc, de plus en plus de gens sont aussi intéressés d'avoir une voiture verte, une voiture électrique, quoi. Oui, et pour tous ces véhicules et aussi les véhicules qui vont suivre, bien sûr, ABB apporte une solution. Mais est-ce qu'ABB apporte aussi une solution pour le transport public? Je pense à ce moment-là, par exemple, au bus. Mm-hmm. Oui, bien sûr. ABB, on a démarré il y a pas mal de temps déjà les investissements pour pouvoir électrifier aussi notre transport commun. Donc, on travaille ensemble avec pas mal d'entreprises de transport public en Belgique et au Luxembourg. De l'Aisne, par exemple, on a une pilote Louvain qui est ouvert septembre. Il y a aussi Anvers et Gand qui vont suivre. Pour OTV Tech, on est déjà impliqué pendant plus que 5 ans à Namur et Charleroi, où déjà 100 bus électriques sont en circulation et qu'on prévoit aussi l'infrastructure pour les charger. Donc le pantographe, donc ça c'est le pôle qui est mis sur la photo ici. Les pantographes comme ça sont aussi déjà visibles au niveau des villes Namur et Charleroi. Et Ville de Luxembourg, c'est notre premier projet et encore un des projets les plus utilisés dans le monde par ABB pour faire du marketing pour notre solution de transport public électrification. Donc ça, c'était notre premier et Luxembourg, Ville de Luxembourg. Aussi les pantographes ABB et l'infrastructure ABB est visible dans ces régions-là. C'est clair que ABB apporte aussi une solution alors pour ce type de projet, ça c'est clair. Et regardons-nous un petit film avec les solutions d'ABB pour le transport public et pour ceux qui font un peu d'attention aux vidéos. Il y a aussi le projet Tech de Steven a parlé déjà, de Tech Namur et Charleroi.
Voilà, magnifique film et on arrive maintenant bien sûr au prochain sujet, c'est-à-dire quelle technique à appliquer parce que des voitures électriques, des trucs, des camions, ils nécessitent tous un autre technologie, une application bien sûr et ça c'est associé aussi avec la vitesse et mais aussi bien sûr la capacité de rechargement, de chargement. Et à cause de ça, on arrive aussi, bien sûr, à une deuxième question pour vous aujourd'hui. C'est une voilà, très ouverte question, bien sûr. Combien de temps pensez-vous qu'il faut en moyenne pour recharger une voiture électrique de taille moyenne, c'est-à-dire avec une distance, une autonomie de 250 kilomètres? Il y a encore une fois 4 réponses possibles. 24 heures, 8 heures, 1 heure ou 10 minutes. Et je vais ouvrir le poll maintenant. Voilà. Alors, c'est à vous encore une fois pour répondre. Et Steven, c'est un peu tricky, comme on dit, les solutions, bien sûr, parce qu'on a déjà parlé, il y a des différentes voitures avec une autonomie totalement différente. On parle de 100 km jusqu'aux 750 km/h. On a déjà vu avec le Tesla, aussi avec la capacité, bien sûr, avec des bornes de charge. Alors, je suis vraiment très curieux avec tous les résultats, mais c'était comme j'avais déjà un peu pensé ou prévu, qu'il y a des différentes réponses, bien sûr, et honnêtement, il n'y a pas un certain réponse qui est 100% correct, parce que, encore une fois, ça dépend du capacité et de l'autonomie de la voiture, mais aussi les capacités du borne de recharge. Et voilà, la prochaine question qu'on peut se poser, bien sûr, est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un borne de recharge? Parce que oui, bien sûr, dans le marché, il y a aussi déjà des prises qui sont disponibles où tu peux immédiatement placer dans le prix. Mais bien sûr, on advise de ne pas faire ça. Et simplement, déjà, le premier, le plus important, c'est la sécurité. Parce que le câblage en interne n'est pas prévu, bien sûr, pour avoir toujours des courants si élevé comme c'est nécessaire pour des véhicules électriques. Et aussi la vitesse, comme on a dit, la puissance avec des prises dans une maison, c'est plutôt limité. Avec une borne de recharge, on peut avoir une capacité qui est beaucoup plus élevée. N'oublie pas aussi les exigences d'installation, d'une part des constructeurs des véhicules électriques, aussi, bien sûr, concernant la législation d'électricité, installation électricité. Et on parle maintenant seulement d'un borne de charge, mais Steven a déjà parlé, il y a de plus en plus plusieurs bornes de recharge et à ce moment-là, bien sûr, la gestion de la charge devient très important aussi pour le réseau, mais pour plein d'autres qu'on va parler encore. Et le dernier, bien sûr, le confort. C'est que tout le monde cherche aujourd'hui. On veut avoir des applications pour suivre combien de temps est-ce qu'il doit encore charger, etc. Alors, c'est pour ça qu'on advise vraiment de prendre une borne de recharge pour installation. Et peut-être, Steven, tu peux parler un peu concernant la gamme qu'on a chez ABB? Oui, on a distribué notre gamme dans certaines applications ou segments d'applications, je dois dire. Et d'abord, sur la gauche, vous voyez notre chargeur de destination courant alternatif. Donc ça, c'est dépendant. Tous ces segments sont différents selon combien de temps est-ce qu'une voiture est localisée en stationnaire sur une certaine localisation, et les chargeurs de destination courant alternatif, les voitures, on estime qu'ils vont être là pendant 4 à 16 heures. Donc typiquement, c'est ce qui se trouve chez vous à la maison ou sur les parkings au travail ou sur un parking d'une grande surface de retail. Donc, chargeur de courant alternatif assez petit en volume,
et ils vont être disponibles en masse. C'est le plus grand nombre qu'on a vu aussi avant, si on a parlé du marché disponible de chargement. Un premier niveau enseignement, c'est destination courant continu. Donc ça, c'est notre wallbox de solution courant continu jusqu'à 25 kW, et donc aussi monter sur un mur. Et la taille est une taille à peu près A2, donc 4 pièces A4 sur le mur. On a une solution de chargement courant continu à 25 kW maximum. Et aussi possible d'avoir 2 câbles et 2 prises de courant pour mettre dans la voiture. Et les bornes de recharge avec un cabinet, alors, qui vont donc ça c'est un courant continu rapide, de 50 à 180 kW aujourd'hui. La plupart qui est sur le marché maintenant est de 50 kW. ABB en a 18 000 distribués dans tout le monde, déjà opérationnels aujourd'hui, qui estime qu'une voiture sera là pendant 20 à 90 minutes. Donc ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui chez un garagiste qui vend des voitures électriques déjà, ou selon les autoroutes. Mais les autoroutes de plus en plus, par exemple le réseau de recherche Ionity des constructeurs automobiles en Europe, de plus en plus ils mettent des chargeurs haute puissance, et ça va de 150 jusqu'à 350 kW aujourd'hui, où il y a une séparation entre la partie qui transmet ou qui transforme le courant alternatif au courant continu, et après une deuxième armoire qui contient le câble qu'on met dans sa voiture, qui distribue le courant continu. Et là, on peut mettre une charge pleine, par exemple, d'une Porsche Taycan en 12 minutes, 350 kW. Là, ça exige aussi des câbles qui ont un cooling actif avec de l'eau, parce que le cuivre qu'on aura besoin pour transmettre ces capacités de 350 kW n'est pas possible en cuivre seulement, parce que ça pèse pas mal, donc c'est presque impossible de mettre le connecteur dans la voiture si on n'utilise pas des câbles qui ont un cooling actif avec de l'eau. Oui, et nous remarquons clairement une très grande différence entre la borne de recharge pour courant alternatif, courant continu, et également ça s'entraîne aussi une énorme différence entre le temps qui est nécessaire pour charger le véhicule électrique, bien sûr. Et comment cette différence se manifeste principalement dans le fonctionnement, nous aimerons vous montrer dans un bref aperçu. Et comme on peut voir ici sur l'image, on voit une voiture. À gauche, on a une borne de charge avec le courant alternatif, et à droite, on a une borne de recharge avec courant continu. Les différences principales à gauche avec le courant alternatif, c'est que le borne de recharge va prévoir l'énergie nécessaire pour charger, bien sûr, la voiture électrique, mais c'est un onduleur embarqué qui va inverser le courant alternatif vers courant continu. Voilà. Et avec une station de DC, avec courant continu, laisse-moi le dire comme ça, c'est différent. Il y a déjà l'inverse, le changement vers le courant continu dans le borne de charge. Alors, il n'y a plus de limitation concernant la capacité pour charger la voiture, parce que ça, c'est le cas avec des bornes de charge avec courant alternatif, que c'est la voiture qui limite la capacité pour charger, bien sûr, le véhicule électrique. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour l'utilisateur? Pour l'utilisateur, si on voit, on a ici inclus dans la table
5 modèles de voitures qui sont courants aujourd'hui. Donc c'est toujours le chargeur on-board si on charge par courant alternatif. Le chargeur, comme tu dis, qui est embarqué dans la voiture, qui définit combien de puissance, sur combien de puissance avec combien de puissance on peut charger. Et on voit que le 22 kW est très rare intégré dans les voitures. Donc même si on a une borne AC intégrée contre un mur qui dit que c'est 22 kW, la voiture définit, ou le onduleur embarqué dans la voiture définit combien de puissance est-ce qu'on peut mettre en continu ou en real time dans la voiture. Mais bien sûr, les voitures aussi ont une limitation, même si on branche un chargeur de courant continu, ils ont aussi une limitation dans la voiture pour recevoir cette énergie. Et le gagnant, là, est le Tesla 3 dans cette table-ci. Tesla est renommé pour pouvoir recevoir pas mal de puissance dans ses voitures. Ici, c'est 170 kW, qui n'est pas négligeable dans le Tesla 3. Si alors on croise ça avec un chargeur DC de 50 kW, par exemple le Tesla 3 en mode AC avec 11 kW, on peut charger, on peut mettre ou ajouter pendant 1 heure de charge à une borne de courant alternatif 62 km, tandis que si on le branche vers un chargeur de haute vitesse DC 50 kW, c'est 315 km en 1 heure qu'on peut charger. Si on regarde le Opel Ampera, par exemple, qui est un modèle qui date déjà pas mal de temps, assez limité à 7.4, il y a beaucoup de voitures qui ont cette capacité, donc c'est 37 km pour cette voiture-là. Et en DC, donc en courant continu 50 kW, c'est 220. Donc il y a des différences qui sont pas négligeables entre les voitures, et les kilomètres par heure qu'on peut mettre dans la voiture ici, ils prennent en considération donc le chargeur ou les capacités du chargeur, les capacités d'essai de la voiture même, mais aussi la voiture, comment elle est construite elle-même et combien de résistance de l'air, mais aussi de résistance interne dans la voiture. Et ici, on voit que le plus efficace, c'est Tesla, et c'est pour ça aussi Tesla a une avance sur les autres constructeurs en expérience end-user, parce qu'ils savent transformer l'énergie qu'on met dans la voiture d'une façon très efficace au kilomètre, et ça c'est ce qu'on veut dans une voiture, bien sûr. Ouais. Alors ça c'est le résultat avec les différences entre les bornes de charge, bien sûr l'impact, mais on a bien sûr aussi quelque chose de différent, et ce sont des prises de charge. Et la même chose, c'est un peu la même chose avec les bornes de charge. Il y a une différence bien sûr, courant alternatif et courant continu, mais avec les prises c'est plutôt aussi la différence, et en plus monophasé ou triphasé. Et voilà, on voit les 4 types qui sont disponibles pour l'instant. À gauche, on voit un type de prise de charge de Japon, d'origine Japon, qui est présent à Asie et aussi un peu à Europe, mais ça c'est limité, si je le comprends très bien. Ce qui est plutôt présent en Europe, c'est le Mennekes, c'est la prise de charge de Mennekes qui peut ou monophasé ou triphasé charger la voiture, parce que c'est toujours la connexion entre le borne de charge et la voiture, bien sûr, et c'est disponible pour toutes les voitures. Alors on peut brancher toutes les voitures avec ce prise de Mennekes. Et ça c'est pour le courant alternatif, mais bien sûr, parce qu'il y a aussi des bornes de charge courant continu, on a besoin aussi des prises spécialement pour ce type de courant. Et là-bas, on voit aussi un type de Japon, c'est le Shademo, comme on dit, aussi d'origine de Japon pour les voitures qui viennent de Japon, d'Asie, comme un Kia, comme un Nissan, par exemple, des voitures comme ça. Mais en Europe, on voit qu'il y a lentement un changement et qu'il y a un nouveau
un nouveau type de branche qui devient de plus en plus le standard en Europe et global aussi. C'est le CC ou le CSS, excuse-moi, le CSS Combo, qui peut charger bien sûr la voiture en DC, aussi avec des plus hautes capacités, bien sûr, ce qui est important pour le temps pour charger. C'est disponible pour toutes les voitures aussi, ou on peut le brancher avec toutes les voitures qui existent. Et pour les applications d'ABB, c'est important de dire aussi que on offre toujours la possibilité d'avoir ou encore un CHAdeMO ou encore le CSS. Alors, c'est pas qu'il faut choisir. À un certain moment, on offre chez ABB les deux solutions. Et c'est important, bien sûr, de savoir ça pour vous. Et comme ça, il ne faut pas inquiéter qu'on peut pas. Peut-être juste pour remarquer, le CCS Combo, le mot combo veut dire qu'il y a en même temps la possibilité de charger en AC qu'en DC. Donc, vous voyez aussi sur le brancheur, la part en haut, c'est la connexion AC, et la part en bas, qui n'a que deux connexions, c'est la part DC. Ce type de prise va sûrement simplifier pour tout le monde, bien sûr, parce qu'on ne doit plus choisir entre... Il y avait toujours la guerre entre CHAdeMO et CSS, mais pour l'Europe, on voit que CSS va être le gagnant, quoi. Ok, magnifique. Alors voilà, après tout ce hardware, on est venu sur un autre sujet, c'est le logiciel, la connectivité, bien sûr, parce que avec tous les bornes de charge qui sont placés ou installés déjà, il faut bien sûr communiquer aussi avec le réseau. On a déjà parlé un peu de ça, et que c'est important bien sûr de équilibrer tout ça. Qu'est-ce que tu peux dire ou expliquer concernant le chargement intelligent? C'est quelque chose qu'on va parler plus tard, mais d'abord une question encore une fois pour vous, mesdames et messieurs. C'est notre troisième et au même temps la dernière question qu'on va poser aujourd'hui. Qu'entendez-vous par chargement intelligent? Alors le chargement intelligent, bien sûr, peut charger plusieurs voitures en même temps. B, ne dépassez pas la charge connectée du bâtiment en consommation électrique. C, recharge lorsque le prix d'énergie est le plus bas. Ou D, recharge par production d'énergie durable, énergie solaire ou éoline ou biomasse. Voilà. Je vais offrir le poll que tout le monde peut voter. Alors, participez, s'il vous plaît, encore une fois, pour la dernière fois. On est vraiment curieux, Steven, avec les résultats, bien sûr, parce que dépendant si on parle d'une situation domestique ou plutôt industrielle ou commerciale, qu'il y a des autres priorités, bien sûr, et aussi qui ont autres besoins que dans une certaine situation. Et voilà, c'est ça qu'on voit aussi ici maintenant déjà avec les résultats qui sont en train, tout le monde est encore en train de voter, alors continue. On a aujourd'hui bien sûr des installateurs, c'est bien sûr aussi pour vous très intéressant de savoir, il y a aujourd'hui des installateurs, des personnes qui sont responsables pour des sociétés du fleet management, etc., mais aussi des entreprises, bien sûr. Alors, c'est vraiment un groupe avec des différentes diversions. Et voilà, on est là. Je pense que tout le monde a presque fini avec voter. Et le résultat, c'est comme on dit, voilà, on a des différences. C'est pas un certain repos qui est gagnant ici, parce qu'on voit vraiment une déviation avec les repos. Et c'est comme on a dit, ça dépend du situation. Peut-être on peut commencer avec la situation domestique. Oui. Chargement intelligent ou smart charging, qu'on appelle en anglais. Il y a différents cas qu'on veut parcourir ici. C'est trois cas. D'abord, il y a le chargement à la maison, c'est-à-dire il y a une borne de recharge, probablement c'est une borne AC qu'on met à la maison et qui doit communiquer avec un compteur d'énergie intelligent. Ça peut être le compteur de la compagnie de distribution, mais ça peut aussi être un compteur que tu mets toi-même d'une partie tiers ou un ABB. On a des compteurs d'énergie, nous aussi, qu'on fait le lien avec. Est-ce que le borne de recharge va faire que
elle va pas dépasser la prise d'énergie plus haut qu'un seuil qui est mis dans le software de la prise de borne de recherche même, tandis qu'il y a encore de la puissance qui reste pour la maison, parce que tu ne veux pas, si tu es à la maison, que tu branches ta voiture électrique, que si tu mets ta machine à laver et que tu mets ta machine de vaisselle, que le courant soit coupé. Donc, c'est-à-dire la borne de recharge de la voiture électrique va faire qu'elle ne va pas dépasser les exigences de puissance plus haut que ce que le réseau vous donne comme seuil. Donc pour ça, il n'y a pas besoin d'une connexion réseau ou d'une connexion cloud, si tu veux. Donc ça peut se faire, les paramètres peuvent se mettre directement dans le matériel, et on peut aussi suivre avec ordinateur ou tablette ou smartphone tout ce qui se passe, et même contrôler de distance ce qui se passe dans cette borne de recherche. Un deuxième exemple est s'il y a plusieurs bornes de recherche ou derrière une connexion de réseau ou un compteur d'énergie intelligent. Et là, on peut grouper les bornes de recherche, on peut diviser la prise de puissance ou d'énergie également, où on peut faire du first in, first out, première entrée, première sortie, ou de gérer avec le compteur d'énergie externe. Tandis que de nouveau, pour le bâtiment commercial ou l'hôtel ou quoi que ce soit, le bâtiment ou un local ou une usine, que la prise d'énergie des chargeurs ne dépasse pas le seuil qui est mis dans la connexion de réseau, parce que si ça se présente, alors il y a toutes les processus qui vont être coupés du réseau. C'est ça qu'on ne veut pas. Un troisième exemple est que la solution devient assez complexe, c'est-à-dire multiples chargeurs sur le site, connectés à un réseau avec peut-être aussi intégration de solaire, d'éolien, peut-être biomasse, des CHP, de planification de la consommation, donc certains process qui vont prendre pas mal d'énergie, qui sont planifiés d'une façon dans une usine. Planification aussi, par exemple, les dépôts de bus, où il y a des bus qui arrivent, des bus qui partent, des bus qui ont besoin d'un certain contenu d'énergie pour pouvoir faire leur trajet. Là, c'est aussi un facteur pour ces dépôts de bus qu'on doit entrer dans l'équitation de la distribution d'énergie. Tarif variable, c'est-à-dire le marché d'énergie, c'est un marché, donc il y a des tarifs variables par minute, par 15 minutes, par journée, des contrats. Donc ça, on peut aussi adapter le comportement de tout le système vers le marché d'énergie. Peut-être il y a une batterie sur le site pour le stockage d'énergie, si la connexion réseau n'est pas assez grande pour pouvoir charger les grandes puissances qu'un chargeur peut tirer ou peut demander. Il y a aussi un pôle de contrôle où il y a des dispatchs qui se passent. Donc tous ces systèmes peuvent devenir très complexes. Et chez ABB, on a aussi les systèmes pour essentiellement gérer tous ces assets individuels, tandis qu'il y a une optimisation de gestion d'énergie dans ce système complexe. Oui, et l'échange de plusieurs données, bien sûr, ça demande clairement un bon fonctionnement du cloud, mais plus précisément, la connectivité, bien sûr, parce que ça, c'est un très important part dans toute l'histoire avec les bornes de charge. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu vers nos spectateurs l'importance de connectivité? Oui, connectivité est très important pour nous. Tous nos chargeurs de vitesse sont connectés
à un réseau, donc un cloud. Ce qu'on peut faire avec cette connectivité, c'est surveillance et l'exploitation de la borne de recharge, mais aussi la gestion des flux de paiement et surtout des revenus. Tout le monde qui veut entrer ce business veut gagner de l'argent, donc c'est essentiellement nécessaire qu'on offre aussi la possibilité d'avoir un business. Aussi aider les conducteurs des véhicules électriques s'il y a des problèmes avec la borne pour pouvoir les aider. Et on voit que la réduction des coûts d'exploitation est nettement grande si on a des bornes connectées, parce qu'on voit que 75% des problèmes peuvent être réglés à distance. Une autre chose est une borne connectée. On utilise aussi cette connexion pour mettre à jour le software de la borne et tandis d'assurer que chaque nouvel modèle de voiture qui vient disponible sait aussi se charger dans cette borne. Et ainsi, on voit que la disponibilité de nos chargeurs pour les utilisateurs, et c'est basé sur, comme dit déjà, 18 000 bornes de recharge rapide dans le monde, qui est nettement supérieur à 99,5%. Donc, c'est une performance qui est bonne, quoi. Ouais. Et si on parle du paiement, et bien sûr, et les revenus et tout ça, on peut faire nous-mêmes en interne, mais aussi on peut collaborer ensemble avec un third party, comme on dit, avec un parti en externe. Alors, on voit maintenant où on a parlé du logiciel et tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité pour un chauffeur, etc. Est-ce qu'on a quelque chose visuel pour eux? Oui. La plupart du temps, tous les services qui vont avec une borne de recharge sont exécutés par de différentes parties. Donc pour chaque de ces parties, de ces segments, on a développé une sorte de portail web et essentiellement aussi des connexions d'intégration, et ça s'appelle des API, qu'on peut migrer les flux d'informations entre deux systèmes cloud. Et donc il y a des fonctionnalités pour des gestionnaires de points de charge, pour des utilisateurs de bornes de recharge, pour les entreprises de maintenance qui veulent savoir certaines informations, et on a la possibilité de distribuer certaines informations à certains acteurs dans le business, tandis que chaque acteur dans ce business peut aussi bâtir son business même et avoir des revenus et un business case positif pour son service qui est livré pour toute cette infrastructure de recharge. Sans aucun doute, un logiciel très important pour tout le monde, bien sûr. Alors, on a vu le hardware, le software, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire se traduire dans la future? Si on regarde, pour exemple, à 2030, comment est-ce que tout passe là-bas avec la position du bus électrique, des voitures électriques, etc. Si on regarde une ville typique en 2030, une ville de 250 000 habitants, donc c'est par exemple une ville comme Liège. Transport public, 200 bus électriques, ils font 15 millions de kilomètres par an, 150 000 véhicules privés ou partagés. Peut-être déjà en 2030, pas mal de ces véhicules seront partagés. S'ils sont électrifiés à 20%, c'est 30 000 voitures. Toute cette voiture, cette infrastructure roulant, ils auront 1730 mégawattheures de capacité de batterie. Donc, s'ils sont branchés avec un câble, toute cette capacité est disponible pour le réseau, pour balancer ou pour stocker de l'énergie renouvelable qu'on a générée, mais aussi, et ce sera surtout déjà disponible en 2030, il y aura un échange bidirectionnel. Donc, ce n'est pas seulement les batteries de l'infrastructure roulant qui va recevoir de l'énergie, mais dans une ville, elle va aussi donner de l'énergie à l'environnement où ils sont stationnaires pour pouvoir consommer, pour pouvoir faire des choses. Et ça, c'est donc la recharge intelligente avec une gestion intelligente constitue la base pour notre
réseau d'énergie électrique future et pour pouvoir utiliser d'une façon efficace toutes ces énergies renouvelables qui seront générées en 2030. Oui, et c'est pas seulement limité jusqu'au début et des voitures, bien sûr, il y a aussi une évolution avec la mobilité en général électrique. Oui, donc on voit que la technologie ne s'arrête pas avec les bus et les voitures. On voit aussi que les trucks seront électrifiés, mais aussi les bateaux. Et en Wallonie, il y a pas mal de routes fluviales aussi, avec les bateaux qui sont là. Et on voit aussi déjà les premiers bateaux qui mettent de l'énergie dans un conteneur. S'il arrive aux destinations, le conteneur il va être démonté, un autre conteneur sera mis dans le bateau et de nouveau elle pourra transporter ses produits vers destination prochaine ou faire le retour. Donc nous évoluons de toute façon d'un paysage énergétique statique comme dans le temps, vers un paysage très dynamique dans le futur. Ça, c'est vrai. Voilà. Et alors, on arrive presque aux fins de notre webinaire, Steven. Déjà, un grand merci. Après toute l'explication du hardware, du software, la connexion, etc., c'est bien sûr qu'on voit des changements très vite concernant la mobilité électrique. Alors, c'est peut-être le moment pour se réfléchir sur une certaine position, et c'est-à-dire l'avenir nous arrive à une vitesse fulgurante. Quelle position sur le marché souhaitez-vous occuper? Et pendant que vous cherchez la réponse, on peut encore regarder la dernière vidéo de ABB avec les solutions pour la mobilité électrique. Sans doute ABB est prêt pour la future et pour la mobilité électrique. Si vous avez encore des questions ou vous souhaitez d'être en contact avec les spécialistes ici chez ABB, vous pouvez toujours le contacter via les données que vous voyez maintenant sur votre écran. Avez-vous posé une question pendant cette webinaire? Nous rassemblons encore une fois toutes les questions dans un seul document et on va répondre à chaque question et toutes les questions et bien sûr la réponse seront disponibles pendant 48 heures, voilà, c'est ça qu'on a dit. Hein? On reste avec ça. Si vous êtes se connecté un peu trop tard dans cette webinaire, n'inquiétez-vous pas, parce que cette webinaire restera
en ligne disponible. Voilà. Enfin, je tiens à remercier Steve Vander pour votre présence et aussi pour votre info précieuse et aussi, bien sûr, vous également, les spectateurs. Un grand merci pour être part de la première webinaire de ABB. Au nom de ABB, je veux vous remercier et j'espère bien de vous voir à la prochaine webinaire.